qu'est-ce qui se passe si on sort de la dette, enfin si on sort de l'euro, qu'est-ce qui se passe au niveau de la dette. Bon, alors ça va pas être facile pour moi, parce qu'il y a dans la salle Magali Bernat, que je salue, qui est une spécialiste juriste, et qui m'a retoqué, avec justesse d'ailleurs, sur une grosse bêtise que j'avais dite, qui concerne la loi de 1973. Alors on va essayer de régler d'abord ce truc de la loi de 1973, et puis Magali, je lui demanderai tout à l'heure d'intervenir pour nous donner des précisions. Je crois que ça sera aussi simple. Alors voilà ce que j'en pense. En fait, bon, j'avais soulevé dans un livre l'article 25 de la loi du 4 janvier 1973 qui aurait empêché la Banque de France de prêter à l'État. En fait, il y avait dans cette loi 73 deux articles qui ont tous les deux été abrogés par la loi 93-980 du 4 août 93, qui était mise en vigueur le 1er janvier 1994. Ces deux articles qui ont retenu notre attention, mon attention, et qui retiennent notre attention sont les suivants. L'article 25, le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Et l'article 19, les conditions dans lesquelles l'État peut obtenir de la Banque des avances et des prêts sont fixées par des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le gouverneur de la Banque de France, autorisées par délibération du Conseil général. Ces conventions doivent être approuvées par le Parlement. Pour marquer deux expressions, peut obtenir et convention passée entre le ministre et le gouverneur de la Banque de France. Le Parlement n'est consulté que pour approbation ou rejet. Donc, la question, c'est encore faut-il que le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque de France se mettent d'accord pour faire des avances à l'État. Alors, on reviendra probablement avec Magali sur ce petit sujet. On voit maintenant partout, oui, Houellebecq a dit une bêtise en ce qui concerne la loi de 1973, ça s'est pas du tout passé comme ça. L'État pouvait sans problème continuer à emprunter à la Banque de France. Oui, il pouvait, mais il y a des limites. Alors en 1972, les avances de la Banque de France au Trésor public, ça représentait 20 milliards de francs. Ça fait 3 milliards d'euros, c'est-à-dire à l'époque 2% du PIB. 2% du PIB, si on le transfère maintenant, c'est l'équivalent de 40 milliards, à peu de choses près, 40 milliards d'euros actuels. C'est loin d'être négligeable. Cette avance de la Banque de France au Trésor public est donc loin d'être négligeable. De toute façon, je crois que c'est en 2001, toutes les avances ont été remboursées, totalement remboursées. Alors, à mon avis, ce n'est donc pas techniquement qu'il y a verrouillage par la loi 73. Donc maintenant, je reviens un petit peu, je me suis trompé effectivement sur certains points, et je suis prêt à le reconnaître. C'est pas un verrouillage technique, c'est un verrouillage, moral. Cette loi encadrait cet avantage. Ça n'est qu'une étape dans un long processus de verrouillage qui, progressivement, interdit totalement à la Banque de France de prêter à l'État. Ça s'est terminé, bien sûr, en 1993, en application en 1993, le 1er janvier, par l'article 104 du traité de Maastricht, qui spécifiait « Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, si après dénommée Banque centrale nationale, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales et locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publiques des États membres, l'acquisition directe auprès d'eux par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. Alors, juste un petit point sur l'acquisition directe. L'acquisition directe, ça veut dire que la Banque centrale ne peut pas prêter directement à l'État. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle prête aux banques, lesquelles vont prêter à l'État. On y reviendra en ce qui concerne la dette. Alors, progressivement, depuis 1973, ce montant de 20 milliards de francs qui était avancé d'une manière permanente à l'État n'a plus pu couvrir les besoins de trésorerie des administrations publiques. Et donc,
il n'a pas été réévalué malgré l'inflation. Parce qu'il faut vous souvenir quand même que dans les 10 ans qui ont précédé 73, l'inflation moyenne a été de 4,4% par an. Et dans les 10 ans qui étaient postérieurs à 1973, donc de 74 à 83, l'inflation moyenne a été de 12,2%. Alors bien sûr, on nous dit, oui, il y a eu la crise du pétrole, il y a eu tout ça, etc. Moi, je dis qu'il y a aussi le fait que l'État a été obligé d'emprunter sur les marchés en payant des intérêts, bien évidemment. Alors, entre fin 73 et fin 92, la dette publique est passée de 20 à 40% du PIB. C'est-à-dire en valeur, 30 milliards d'euros à 440 milliards d'euros. Vous voyez que c'est considérable. Exprimé en valeur actuelle, ça ferait 160 milliards d'euros en 73 à 600 milliards d'euros en 92. Ça sont des valeurs actuelles. Bien sûr, on paye encore à l'heure actuelle, les intérêts sur cette augmentation, les intérêts qu'il y a eu sur cette augmentation de la dette publique, sur cette période. Toute ma thèse est de dire, si, depuis le départ, si nous avions pu continuer à emprunter à la Banque de France sans intérêt, ceci équivaut, on en parlera probablement dans la question, ceci équivaut à une monétisation, et cette monétisation aurait été en fait extrêmement faible, extrêmement minime. On en parlera de ce montant. Alors, justement, pour éviter tous les débats, j'avais fait bien sûr, fait dans le temps des études sur l'évolution de la dette depuis 1978. Parce qu'il se fait que les seules informations que nous avons de l'INSEE, les seules informations correctes de l'INSEE, partent en 1978. Toutes les extrapolations, enfin tout ce qu'on peut faire antérieurement, ce sont des extrapolations à partir des intérêts payés notamment. Donc, là, ce que je vais essayer de vous... Ça va aller très vite, vous allez voir. Et comme il y a des graphiques, on avait pensé faire une projection, mais je pense que j'arriverai à vous les montrer. Quand on parle, ce que j'ai essayé de faire dernièrement, et c'est pour ça que c'est une première ici, ce que j'ai essayé de faire dernièrement, c'est une évolution de la dette depuis 1994, depuis fin 1994 jusqu'à 2011. Quelle a été l'évolution de la dette? Quelle aurait été l'évolution de la dette s'il n'y avait pas eu d'intérêt à payer? Alors, je vais vous donner tout de suite les résultats, parce que... Alors, entre fin 1994 et fin 2011, la variation de la dette a été de... La variation, hein, on est bien d'accord, on part de la dette en 1994 et on arrive à la dette en 2011. La variation de la dette a été de 1147 milliards d'euros. Ça c'est facile, on a toutes les données. Le cumul des intérêts, on les a aussi par l'INSEE, ça a été de 820 milliards d'euros. Donc, une simple soustraction nous donne le cumul de la dette sans intérêt, c'est 327 milliards d'euros. On aboutit à ce... Je vous distribuerai après, j'ai seulement une vingtaine de ce qu'on appelait dans le temps les polycopes, qui sont un peu le résumé de mon intervention. Mais je vais essayer. Tu peux tenir ça? Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez, je vais essayer de vous montrer ça. En ligne pointillée, vous avez le cumul de la dette réelle. Hein? Donc c'est bien la variation depuis 19... On soit bien d'accord, c'est bien la variation depuis 1994. L'augmentation de la dette réelle depuis 1994. 1147 milliards d'euros. La ligne rouge, là, qui est quasiment linéaire, c'est le cumul des intérêts, fait année par année. Année par année, on reprend le cumul des intérêts en partant bien sûr de 0 en 1994 et en arrivant à 820 milliards en 2011. Deux autres courbes, la courbe pointillée mauve, c'est le cumul d'une dette calculée sans intérêt.
On arrive à 326 milliards, c'est ce que je vous disais, enfin 327 milliards, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et la ligne bleue qui est en dessous, dont je n'ai pas parlé, c'est le cumul des soldes primaires des budgets. C'est moins 246, c'est jusqu'en 2011. Alors, je fais une petite aparté. Qu'est-ce que c'est le cumul des soldes primaires? C'est simple. Quand l'État vous dit, enfin quand les médias, quand les hommes politiques vous disent, on a 100 milliards de déficit cette année. 100 milliards, c'est le déficit total du budget. Mais le déficit primaire, c'est le déficit qui aurait eu lieu sans les intérêts à payer. Comme les intérêts sont en gros de 50 milliards, le déficit, quand on dit le déficit total est de 100 milliards, le déficit primaire est de 50 milliards. Quand on reporte les déficits primaires depuis 1994, on s'aperçoit que jusqu'en 2007-2008, l'ensemble est à peu près équilibré. C'est-à-dire que sans intérêt, on n'aurait quasiment pas eu de... Je vous ferai passer le truc après. Hein. Sans intérêt, on n'aurait quasiment pas eu disons, de cumul de dettes. Donc, petit chiffre, à fin 2007, juste avant la crise financière, donc le cumul des soldes sans intérêt n'était que de 27 milliards d'euros. C'est rien par rapport au PIB de la France qui est à peu près 2000 milliards, par rapport à une dette actuelle qui est de l'ordre de 1850 milliards. Vous voyez qu'on est 27 milliards d'euros, c'est rien du tout. Le cumul des soldes sans intérêt. Pardon? Le cumul de soldes sans intérêt était de... Alors, le cumul des soldes sans intérêt, je vous passerai le papier, mais le cumul des soldes sans intérêt, 27 milliards d'euros. Alors, il y a une petite différence avec le cumul des soldes primaires, c'est-à-dire le cumul des soldes des budgets déduits des intérêts qui sont dus à la vente d'actifs ou des choses comme ça. Hein. Donc là, on arrive, par contre, le cumul des soldes primaires, hein, c'est-à-dire sans les intérêts, c'était quasiment équilibré jusqu'en 2007 à 0,6, moins 0,6 milliards, non, plus 0,6 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'en fait, si nous n'avions pas dû payer des intérêts, nous avions des budgets quasiment équilibrés. Alors, 2009 et 2010 et 2011, bien évidemment, il y a eu beaucoup d'argent injecté dans l'économie. Je suis loin d'être sarkozyste, mais peut-être que si ça n'avait pas été fait, nous nous retrouverions actuellement dans la situation de l'Italie ou de l'Espagne ou de la Grèce. On discutera après. Où nous aurions beaucoup plus de chômage et autre chose. Le fait d'avoir augmenté la dette sur ces 3 années-là est, à mon avis, une chose positive qui a été faite. Alors maintenant, bien évidemment, nous sommes complètement d'accord, plutôt que d'emprunter, on aurait pu augmenter les impôts sur les plus riches, on est bien d'accord, il y avait d'autres méthodes. Ce que je veux dire, c'est que le déficit du budget, dans l'esprit, dans la politique qui était menée à ce moment-là, c'est-à-dire sans taxer les plus riches, elle était logique. Elle était logique d'augmenter les emprunts de la France. Alors, je voudrais vous présenter 2 graphiques en complément de ce que je vous ai dit. Alors, le premier, c'est celui de Robert Jumard d'Atacron, qui est dans le papier que je vous donnerai. Jumard a calculé depuis 1959 l'ensemble. Alors, la dette publique, la dette n'était pas disponible avant 1978, enfin, on n'a pas les données, donc elle démarre là, et puis là, voilà, vous avez actuellement 83% du PIB, etc. Et en rouge, il a calculé le cumul des intérêts. Donc on arrive au même résultat. Et en bleu, les petits points là, que vous voyez en bas, ce sont les déficits ou les soldes positifs du budget. Vous voyez que les 2 dernières années, là ça s'arrête en 2009, 2008 et 2009, bien sûr, on a eu des déficits importants. Le deuxième graphique qui vient
confirmation de ce que j'ai écrit et de ce que j'ai dit. C'est le graphique du rapport Pucci-Tinel aux journées d'études de l'OFCE du 27/5/2010, qui s'intitule « Les finances publiques après la crise ». Voilà, jusqu'en 2008 également. En haut, vous avez la dette, en pourcentage du PIB, et la ligne noire en bas, c'est, d'après le calcul de Pucci-Tinel, qui est en fait similaire au mien, voilà quelle serait la dette si nous n'avions pas eu d'intérêt à payer. On arrive exactement au même résultat. On aurait eu en fin 2008 une dette de 20% du PIB, qui était celle que nous avions quasiment en 1978. Alors, voici ce que dit Alain Grandjean, qui est un économiste de la Fondation Nicolas Hulot, à propos de ce graphique. Sur la période 79-2009, si l'État et les administrations publiques n'avaient pas eu à payer l'intérêt, la dette publique se calculerait comme dette observée en fin de période moins somme des intérêts sur la période, courbe grasse sur le graphique, il serait maintenu à environ 20% du PIB. Le cumul des déficits primaires, je vous en ai parlé tout à l'heure, des déficits sans les intérêts, le cumul additionné à la dette de début de période, c'est-à-dire 1978, conduit à une dette de fin de période qui a cru en ordre de grandeur sur la période comme le PIB. Ce calcul montre que la croissance de la dette publique est donc due en premier ordre à la capitalisation des intérêts sur la période. On peut s'assurer que sur cette période, la masse monétaire a cru plutôt plus vite que le PIB et même que les déficits primaires ont été en moyenne inférieurs à la croissance de la masse monétaire. Bon, c'est un détail ça. Mais la conclusion, c'est si l'État avait monétisé son déficit et limité la création monétaire publique à ce montant, il aurait donc créé moins de monnaie que ce qui a été fait par le système bancaire. Et ça, c'est important quand on vous dit « Ah là là, on va quand même pas donner le droit de monétisation à l'État ». En fait, si l'État avait seulement équilibré les budgets sur cette période, donc avec des montants extrêmement faibles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il aurait créé moins de monnaie que l'ont fait les banques privées. Alors, j'en viens à la question, disons le thème de ce petit... Non, je n'en viens pas quand même, on va quand même parler d'un truc. Quand on vous parle de dette publique, on vous parle d'une dette brute. Vous savez ce que c'est qu'une dette brute? C'est la dette en elle-même. Mais en fait, il y a, à côté de la dette brute, il y a une dette nette. La dette nette, c'est ce que doit... la dette nette, c'est égal. La dette brute, c'est-à-dire ce que doivent les administrations publiques, moins ce que possèdent en titre financier les administrations publiques. Elles ont en plus un patrimoine, bien évidemment. L'État a un patrimoine, les administrations locales ont des patrimoines, etc. On oublie ces patrimoines immobiliers ou autre chose, on ne connaît pas leur valeur en fait. On ne parle que du patrimoine financier. Eh bien, la dette au sens de Maastricht sera probablement aux alentours de 1850 milliards. Et la dette nette, je recherche le chiffre, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Le voilà. La dette brute, donc c'était fin 2011, pardon, 1717 milliards. Et si on déduit les actifs financiers, c'est-à-dire 922 milliards à la fin de cette période, en fait on avait une dette nette de 795 milliards. Donc ce que je veux dire par là, c'est ne vous affolez pas trop sur la dette dont on parle, cette dette énorme de 1800 milliards. Il faudrait, pour rester logique, ne parler que de dette nette, c'est-à-dire d'une dette brute moins les actifs financiers. Je pense que vous avez compris le truc. On peut les comparer d'ailleurs avec la dette nette des sociétés non financières, c'est-à-dire de toutes les entreprises, 2113 milliards. Donc en fait, on pourrait dire aussi aux entreprises, attendez, vous n'avez pas le droit
de vous endetter à plus de 60% du PIB, comme on le dit à l'État. Hein. Mais en fait, les entreprises sont endettées à plus, disons à 110% actuellement, endettement net à 110% du PIB. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Celle de Maastricht, c'est la nette ou la brute? Celle de Maastricht. Celle de Maastricht, c'est une dette brute. Mais oui, oui, oui. Et donc la dette nette, la dette de Maastricht, fin 2011, c'est 1717 milliards. Et comme on a, fin 2011, 922 milliards d'actifs financiers, la dette nette, c'est 795 milliards d'euros. C'est vraiment idiot. C'est quoi l'idée? C'est complètement idiot. Ben, l'idée, c'est de faire peur aux gens. C'est de dire, vous vous rendez compte, vous êtes terriblement endettés. Bon, attends, je termine juste, j'ai quasiment terminé. Hein. Je vais juste venir maintenant sur le dernier point. Que se passerait-il si nous quittions l'euro? Eh bien, je ne sais pas quoi vous répondre, je vous dirais plutôt rien. Il ne se passerait rien. En ce qui concerne notre part de dette, c'est-à-dire 35% due aux Français, détenue par les Français, elle serait bien sûr transformée immédiatement dans la nouvelle monnaie qui serait l'euro-franc ou le franc ou tout ce qu'on veut. Donc, même dette. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que la dette détenue par l'étranger, c'est-à-dire 65%, à peu près 65% de notre dette brute, nous sommes bien d'accord que nous parlons de dette brute, c'est la dette au sens de Maastricht, 65% est détenue par l'étranger. Mais sur ces 65%, 85% sont en, comment on appelle ça, en contrat de droit français. 85% des 65% détenus par l'étranger, par ce qu'on appelle les non-résidents, sont sous contrat de droit français. Donc on peut la convertir. Quoi? Donc on peut la convertir. On peut la convertir, bien sûr, puisqu'ils ont accepté, les 15% restants, en fait, sont considérés comme étant une dette en devise. Donc là, il faudra qu'on la paye en euros. Ceci dit, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si l'euro disparaît? En quoi on va payer la dette, si on la paye? En quoi payerait-on la dette si l'euro disparaît? Bon. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ces 15% de 65%, ça fait 170 milliards. C'est rien du tout, même si on doit les rembourser en devises, en euros, si l'euro existe encore. Voilà, donc je pense avoir fait un petit tour. Il y a des détails dont je ne vous ai pas parlé. C'est la détention des dettes par secteur. Hein, on en parlera peut-être dans les questions-réponses. Et les taux de dette, par exemple, les taux de dette publique, donc voilà les courbes de taux, on a de la chance actuellement, hein, parce qu'on a des taux relativement faibles. Si on avait les taux de l'Espagne, ça serait tout à fait catastrophique, bien évidemment, puisque les taux de prêt à l'État sont de l'ordre de la part des investisseurs. C'est une ineptie, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est une ineptie qu'on doit emprunter sur les marchés, hein, on est tout à fait d'accord. La seule chose à emprunter sur les marchés, c'est le besoin de devises étrangères, mais pas de notre propre monnaie. Mais bon, dans l'hypothèse dans laquelle nous sommes, les taux de prêt à l'État sont à peu près à 2% sur les taux à 10 ans et à peu près à 3,2% sur les taux au-dessus de 10 ans jusqu'à 50 ans. Donc en fait, on a beaucoup de chance. Le jour où les taux vont augmenter, s'ils augmentent, ça serait catastrophique. Progressivement, puisque la durée de la dette, la maturité, ce qu'on appelle la maturité de la dette, c'est 7 ans. Tous les ans, un septième de la dette passerait à des nouveaux taux. Donc en 7 ans, on serait totalement au nouveau taux. Bon, voilà, je crois que je te laisse. Je vois déjà, il y en a plein qui le font là. Ça, c'est très difficile, mais je signale quand même ce graphique que j'ai montré tout à l'heure, qui est Datacron, qui est sur le site d'Attac, donc ça veut dire qu'il a été admis par le conseil scientifique d'Attac et qui arrive un chouïa après à ma courbe. Alors donc, oui, je sais, j'ai eu un débat
j'ai eu un débat, non par personne interposée, parce que j'ai pas de débat direct avec Haribé, j'ai eu un débat par personne interposée, je n'ai jamais compris le raisonnement d'Haribé. Alors je renvoie le problème, je n'ai pas compris ce que voulait dire Haribé. Alors, il m'a dit que c'est insensé de prendre en compte tout ce qui s'est passé depuis 40 ans. Non, mais moi, bien sûr. Oui. Alors, je vais répondre, c'est facile. Bien sûr, on peut ne pas s'occuper de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, à ce moment-là, je ne serai pas là ce soir. Mais ça ne change rien à la courbe, si on s'intéresse qu'au présent. Ben, si on s'intéresse qu'au présent, on part de maintenant, et puis dans 10 ans, on dira, ah oui, mais attendez, on ne peut pas s'occuper de ce qui s'est passé les 10 années précédentes. On peut toujours faire moi je fais des hypothèses en disant, si on n'avait pas eu d'intérêt à payer, voilà ce que serait la dette. On peut toujours faire des hypothèses comme Haribé en disant, oui, mais si on n'avait pas eu d'intérêt à payer, peut-être que l'État aurait dépensé plus, peut-être qu'il aurait moins taxé les riches, peut-être qu'on aurait eu la même dette. Alors oui, bien sûr, c'est le raisonnement d'Haribé. Mais bien sûr, on peut toujours dire, on ne peut pas essayer comment dire, de refaire, je ne refais pas le passé, là. Je dis, puisque de toute façon, je ne peux pas le changer, la dette, elle est ce qu'elle est, bien évidemment. Je dis seulement, s'il n'y avait pas eu d'intérêt à payer, la dette serait, mais je veux dire, si j'étais tout seul à le dire, encore je veux bien, Pucci-Tinel, OFCE, c'est pas moi. Hein, voilà. Donc voilà, la dette sans intérêt, si elle serait restée à 20%. Voilà. Il veut protéger le traité de Lisbonne, en fait. Non, je ne sais pas quelle est la... Non, Haribé, moi j'ai fait partie d'Attac. J'ai été l'un des fondateurs d'Attac, groupe d'Aix-en-Provence, Attac Pays d'Aix. J'ai fait partie du conseil d'administration. À partir d'un certain moment, lorsque l'association est devenue grosse, il y a eu des tensions. J'ai quitté Attac, et c'est à ce moment-là que j'ai sorti un de mes premiers bouquins, enfin mon premier bouquin, et ça n'a pas plu à certaines personnes qui ont dit ouais mais bon c'est un amateur, etc. C'est vrai, à l'époque je suis toujours un amateur, je suis pas un universitaire, voilà. Donc Haribé. Sauf que Haribé dit que c'est le fait d'avoir endetté le pays qui pose le problème, et si on l'avait pas endetté, on n'aurait pas de problème d'intérêt. Bah si, oui, non, mais on est bien d'accord. Mais on peut dire aussi, si on n'avait pas d'intérêt, comme les soldes primaires ont été équilibrés, comme les soldes primaires, c'est-à-dire les budgets de l'État sans les intérêts ont été équilibrés, on n'aurait pas de dette. Ah ben bon, oui. Oui. Bien, je vais vous demander de respecter la règle du jeu par respect. Je vais tout de suite répondre à cette question. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, parce qu'un État, c'est pas un ménage. Un ménage, quand il s'endette, on va pouvoir saisir sa maison, on va pouvoir saisir ses salaires, etc., s'il ne peut pas rembourser. Le problème, c'est que vous pensez, et comme beaucoup de gens, vous n'êtes pas la seule, croyez-moi, vous pensez qu'on ne peut prêter que ce que l'on a. Mais non, c'est pas vrai. Les banques, alors c'est pas du tout le thème d'aujourd'hui, mais les banques créent de la monnaie, fabriquent de la monnaie. De la même manière qu'un fabricant de chaussures fabrique des chaussures, une banque fabrique de la monnaie. Quand vous allez voir une banque en lui demandant un crédit, que vous ne l'avez pas fait parce que vous attendez d'avoir économisé pour acheter quelque chose, et la majorité des gens, quand ils vont voir une banque pour avoir un crédit, la banque ne dispose pas de cet argent. Elle le crée, elle le fabrique en écrivant. Il n'a aucun sens, il vaut rien. Si il vaut la reconnaissance de dette que vous avez faite à la banque. La reconnaissance de dette que vous avez faite à la banque, c'est la garantie de la banque d'être remboursée. Et donc, la banque est une créatrice de monnaie parce qu'elle sait que... Alors, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'on a des vrais problèmes, vous avez entendu parler des problèmes des actifs des banques, qui sont des actifs, souvent des actifs pourris, etc., y compris les dettes publiques de la Grèce, de l'Espagne ou autre chose. Mais les banques ont d'un côté, en actif, les garanties que vous lui donnez, et en passif, ce qu'elles vous doivent, c'est-à-dire la monnaie qu'elles ont créée. Tout simplement. Il ne faut pas croire que quand vous demandez un crédit à une banque, et ça je dis ça pour tout le monde, je regarde madame, je dis ça pour tout le monde, il ne faut pas croire que quand vous demandez un crédit à une banque, la banque va chercher quelque part dans ses fonds propres ou quelque part dans une trésorerie quelconque pour vous les prêter. Il y a une partie disons, qui est de l'épargne, mais cette épargne elle-même a été fabriquée par des crédits bancaires. Les banques sont des fabricants d'argent.
et les seuls fabricants de la monnaie que vous pouvez utiliser. Même les billets de banque qui sont fabriqués par la Banque centrale, vous êtes obligé d'avoir, enfin, vous, pas vous, mais quelqu'un dans le monde est obligé d'avoir un crédit pour l'obtenir. Et un crédit, c'est de la fabrication de monnaie par les banques. J'essaierai de... Oui, je sais. On n'imagine pas qu'on puisse prêter quelque chose qu'on n'a pas. C'est ce que peuvent faire les banques. C'est ce que peuvent faire les banques. Et les prêts des banques aux États sont pareils? Alors, non, c'est un peu différent. Enfin, on va voir après. Christian, s'il te plaît, très longtemps. Ils peuvent venir s'asseoir sur le premier rang ici, dans un ordre chronologique. Comme ça. Oui, non, le problème là, c'est qu'il y a de multiples questions dans une seule intervention. Personnellement, je pense que il se fait qu'à l'heure actuelle, ce sont les banques qui créent de la monnaie, y compris pour les États. On pourrait concevoir, logique que les banques pourraient concevoir, c'est pas mon avis c'est que c'est l'État qui doit créer toute la monnaie. Mais on pourrait concevoir que les banques privées, commerciales, créent de la monnaie pour les entreprises privées commerciales, mais que par contre l'État crée la monnaie par sa Banque de France, il a une banque, c'est la sienne, crée la monnaie pour ses besoins. Alors après, le problème de Goldman Sachs sur la Grèce et tout ça, ça va sortir beaucoup du cadre de notre discussion. Je pense que je peux en parler après sans problème, mais si on a le temps. Ces prêts à taux négatifs, d'abord ce sont des prêts à très court terme, en général 3 mois ou 6 mois maximum. En fait, ce sont des détenteurs de capitaux qui se disent « Moi, j'ai pas très confiance, je n'ai confiance que dans la parole d'un État, donc je vais mettre mes liquidités en dette publique plutôt que de les mettre n'importe où, quitte à devoir payer un droit de garde. » C'est un droit de garde, en fait, ce taux négatif. Donc, en fait, dans les périodes extrêmement troublées comme on a actuellement, il n'est pas étonnant que des États qui ont la confiance des investisseurs payent, enfin se fassent payer pour garder de la monnaie, pour garantir la monnaie. Ceci dit, je pense qu'il y a aussi là-dedans énormément de banques. Vous savez que la Banque Centrale Européenne a versé 1 000 milliards d'euros aux banques commerciales pour les tenir en bon état, en leur disant « venez vous servir, les guichets sont ouverts ». Je pense que dans ces prêts aux États, il y a aussi une partie de cet argent, enfin ces prêts à taux négatif aux États, il y a aussi une partie de cet argent. Mais c'est tout à fait anachronique, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas très habituel. Ça prouve que la période est très trouble pour les gros détenteurs de capitaux, qui sont prêts à payer, c'est quand même, je crois que c'est 0,2% ou un truc comme ça, c'est assez lourd sur des grosses sommes. Et l'impact des nouveaux traités? Ah oui, alors l'impact des nouveaux traités, on va être obligé d'avoir des... Magali est plus qualifiée que moi pour en parler éventuellement. Si tu veux venir, tu viens. Ça sera avec plaisir. Parce que, en fait, d'une manière globale, on se ligote totalement pour le futur. Voilà, c'est mon impression, et c'est si on ne... Comment dire ça, on ne va pas pouvoir continuer à faire les déficits, donc on ne peut pas, comme l'a dit madame tout à l'heure, on ne peut pas continuer à investir. Si on ne peut pas continuer à investir, on va dégrader l'ensemble du patrimoine français dans les années qui vont venir. Magali, ça sera avec plaisir. Vous pouvez rajouter quelque chose. Oui, alors je vais commencer par la loi de 73 pour terminer le débat là-dessus. Effectivement, la loi de 73, si je veux être provocatrice, je dirais que c'est une bonne loi. Parce que si aujourd'hui on devait sortir du traité de Maastricht ou du traité de Lisbonne et qu'on devait voter une loi pour remettre en place la création monétaire publique, on voterait une loi qui ressemble fortement à la loi de 73, c'est-à-dire une loi qui permet à la Banque de France et au gouvernement de s'entendre sur un certain un certain montant de prêt et qui serait votée
approuvée par le Parlement français. Il faut savoir que jusqu'en 1973, le Parlement français n'était pas consulté sur ces montants qui étaient prêtés par la Banque de France. Magali, il n'est consulté qu'après qu'il y ait accord entre... Mais avant, il n'était pas consulté du tout. Voilà, donc, jusque-là. Par contre, si je peux abonder dans le sens d'André Jacques, parce que quand même nos élus ne sont pas les meilleurs, avant ou après 73, c'est qu'effectivement, avant ou après 73, ils ont toujours eu la possibilité d'emprunter à la Banque de France, par des conventions passées entre le ministre et le gouverneur. Et malgré cette possibilité-là, ben, ils n'ont pas augmenté le plafond, et ils ont continué à s'endetter et à voter des budgets déficitaires. Donc de ce point de vue-là, c'est criminel, effectivement. C'est pas une vraie possibilité, c'est une possibilité bloquée. En fait. C'est peut-être une possibilité bloquée d'un point de vue politique. Si le gouverneur n'est pas d'accord, il ne se passe rien. C'est ça qui bloque. Et c'est ça qui est fou. Le gouverneur, il ne va pas avoir... Oui, mais... Reprends Étienne, la remarque. Étienne, Monsieur a oui. dit que si, excuse-moi, je retranscris juste, que dans le cadre de cet accord, si le gouverneur n'était pas d'accord, il pouvait bloquer la négociation et mettre en cause le caractère démocratique de cette disposition. Dans ce cas-là, les parlementaires français n'avaient qu'à refuser de voter un budget qui était déficitaire. Voilà. Dans ce cas-là, on aurait été obligé d'accepter un budget. En 1976, Jacques Chirac il fait un plan de relance. Il fait comment? Sur quelle base? Parce que ça, c'est important. En quelle année, pardon? 1976, Jacques Chirac fait un grand plan de relance. Et à ce moment-là, c'est là qu'il serait intéressant de voir comment il a pris l'argent. Et où il l'a pris, parce que, effectivement, la polémique sur la loi de 1973, je suis au courant, j'ai regardé un peu, et j'arrive plutôt à la conclusion de Mademoiselle. Pour l'instant, parce que j'ai très peu, pas assez d'éléments, mais c'est plutôt dans ce sens-là. Et par contre, ce qui fait dans ce sens-là, c'est qu'en 1976, Jacques Chirac, il fait un plan de relance, et apparemment, il le fait avec l'aide de la Banque de France. Ça, je suis pas compétent. J'ai pas étudié précisément toutes les conventions qui ont été passées avant et après 73. C'est justement la suite des travaux. J'ai des doutes. Hein. À 76, à mon avis, Chirac... Pardon. J'ai beaucoup de doutes. Alors, je peux me tromper, hein, bien sûr. Mais à mon avis, Chirac a tout simplement fait du déficit budgétaire et emprunté sur les marchés. C'est probable, puisqu'avant 73, donc le plafond des prêts qui pouvaient être accordés, des prêts ou des avances qui pouvaient être accordés par la Banque de France, c'était à 20 milliards. La moitié à taux zéro et la moitié à taux très faible, donc 10 et 10 milliards. La convention qui a été passée après la loi du 3 janvier 73, elle a été passée en décembre 73 et elle n'a pas réévalué ce plafond. On n'a pas trouvé, parce que c'est un travail que j'ai fait avec mon ami qui s'appelle Lior, et vous pouvez retrouver ce travail sur son blog qui s'appelle La théorie du tout, et on n'a pas trouvé de convention postérieure à celle de décembre 73 qui réévaluait ce plafond. Donc pour en revenir au début, effectivement nos élus de ce point de vue-là sont coupables d'avoir voté des budgets déficitaires sans avoir prévu des mécanismes qui nous permettaient de ne pas nous endetter. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les traités européens, je ne suis pas particulièrement compétente pour parler du point de vue financier. Je travaille surtout sur tout ce qui est encadrement, c'est-à-dire gouvernance économique. On a beaucoup parlé du pacte budgétaire parce qu'il mettait en place une règle d'or qui, on va dire, à moyen terme, obligeait l'État à avoir un équilibre, ou du moins un déficit structurel qui ne dépassait pas 0,5%. Il faut savoir que ces règles-là sont déjà en application. Que l'on ait voté ou pas le pacte budgétaire, on avait quand même cette obligation qui découle des règlements européens, ce qu'on appelle le six-pack, qui a été voté en décembre 2011 et qui plafonnait également ce déficit structurel à 0,5% à moyen terme. La France, elle s'est engagée sur l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que c'est même pas 0,5%, c'est l'équilibre strict. C'est un engagement qui a été pris par Nicolas Sarkozy et qui n'a pas été remis en cause par le nouveau gouvernement. Donc d'ici 2016, je crois, ils ont prévu d'atteindre l'équilibre structurel des finances publiques. Sauf que personne ne sait ce que veut dire structurel. Les ministres actuels, si vous regardez les débats à l'Assemblée nationale, tout ce qui concerne les questions européennes, ils interrogent encore le gouvernement, ils interrogent la Commission européenne, qui est venue il y a peu de temps à l'Assemblée nationale, sur la définition du déficit structurel. Ils ne la connaissent pas encore. Elle est différente selon les États, elle est différente selon les institutions. Donc c'est le grand n'importe quoi en fait. Et si je peux me permettre, pour parler d'un sujet qui me tient à cœur au niveau de la gouvernance économique,
c'est le TUPAC. C'est 2 nouveaux règlements européens qui sont en train d'être élaborés, qui sont très importants, parce que si on a beaucoup parlé du pacte budgétaire en disant à tort ou à raison qu'il allait condamner la souveraineté nationale, le TUPAC, de ce point de vue-là, est beaucoup plus dangereux, parce que l'un des 2 règlements prévoit l'obligation pour le Parlement français de transmettre à la Commission européenne nos projets de loi de finances à la Commission. Donc ça sera probablement une disposition qui sera applicable dès l'année prochaine. La Commission, elle va recevoir normalement en octobre les projets de loi de finances, elle va donner un avis dessus qui va devoir être pris en compte par notre Parlement français. Ce qui est intéressant pour les juristes comme moi, c'est de savoir si ce règlement est constitutionnel. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les règlements, ils sont décidés par les institutions européennes. Nos parlementaires français n'ont pas à intervenir dans le processus d'approbation. Donc un règlement est directement applicable. Il est uniquement décidé par les parlementaires européens et par les chefs d'État au sein du Conseil européen. Donc ce règlement-là, il ne pourra jamais être critiqué d'un point de vue de la Constitution française, de sa conformité à la Constitution française. Et cette disposition-là qui prévoit de transmettre nos projets de loi de finances à la Commission, on nous dit souvent oui, mais la Commission, elle ne donnera qu'un avis sur nos projets de loi de finances. Donc c'est un conseil supplémentaire, c'est un avis supranational que les parlementaires français s'en réjouissent. Ils vont en avoir un avis qui est différent de celui du gouvernement français. Réjouissez-vous. Alors, juste pour conclure, il faut savoir que la Commission européenne, elle pourra donner un veto si elle considère que notre projet de loi de finances, ou le projet de loi de finances de tous les États qui font partie de la zone euro, est dangereux pour l'économie de la zone euro. Donc, où est-ce qu'elle va placer la dangerosité, le niveau de la dangerosité? Mais ce veto-là, il est particulièrement inconstitutionnel parce qu'il dessaisit nos parlementaires français du pouvoir de voter le budget. Voilà. Donc parlez autour de vous du TUPAC. Merci. Le TSCG a été accepté par le Conseil constitutionnel. Le TSCG a été approuvé parce qu'il ne met en place aucune disposition nouvelle. Comme je vous disais, toute cette règle d'or, la règle d'or au niveau comptable, c'est-à-dire la mise en place d'un déficit structurel, de limitation du déficit structurel, est déjà en application depuis le six-pack. Le seul intérêt du pacte budgétaire est non pas un intérêt comptable, mais un intérêt politique, c'est-à-dire de prendre des règles qui existent déjà au niveau européen et de les introduire dans notre réglementation nationale. Mais ça ne change rien au fond de la règle, qui devait déjà être respectée avant. C'est juste que c'est le niveau juridique qui change. Au lieu que ce soit les institutions européennes qui soient chargées de veiller à la bonne garantie de ces dispositions, ce sera les institutions nationales, au travers notamment du Conseil constitutionnel. Mais ça ne change rien au fond. Par contre, le TUPAC, ça institue de nouvelles obligations. Ce sont des sujets extrêmement complexes. Je remercie Magali, je suis content qu'elle soit là parce que je n'aurais pas pu répondre précisément à ces questions. Ça me dépassait un peu. Je ne les ai pas assez bossés. Oui, moi aussi, je fais partie des nuls en économie. J'aurais donc beaucoup de questions à poser. J'en poserai une seule. Est-ce que le plus important, c'est pas l'équilibre de notre balance commerciale? Est-ce que le plus inquiétant, c'est pas notre déficit de la balance commerciale qui renvoie au démantèlement, en tout cas au recul de notre outil économique, de notre industrie? Et le PIB, pour moi, c'est une sorte d'aberration. Et voilà ma question. Bon, alors, dans le temps, je commençais souvent mes interventions, quand j'en faisais, par l'histoire de la dame de Condé. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la dame de Condé, non? C'est une dame qui arrive dans un hôtel à Condé. Elle arrive dans un hôtel et elle demande une chambre, elle donne un billet de 50 € à l'hôtelier, lequel prend le billet de 50 €. Il y a le pâtissier qui passe et qui dit « Dis donc, tu me devais, pour la pièce montée du mariage de mon épouse, de ma fille, tu me devais 50 €. » Il donne un billet de 50 €. Il y a le ménager qui passe qui dit « Dis donc, je t'avais fourni de la farine, tu me dois 50 €. » Le garagiste voit ça, il prend les 50 €, etc. Ça se termine après avoir fait 5 ou 6 tours.
par un représentant, le représentant d'huile, qui arrive et qui dit ah bah tiens, tu me devais justement 50 euros. Il prend les 50 euros, il va à l'hôtel, il dit voilà, je voudrais réserver une chambre. Et il donne les 50 euros, toujours ces mêmes 50 euros qui ont circulé dans le village. À ce moment-là, la dame rentre et elle dit j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un de mes amis, et en fait, j'ai pas besoin de la chambre. L'hôtelier lui rend ses 50 euros qu'elle avait donnés donc au départ. Elle le déchire, elle dit de toute façon, il était faux. Alors, bon, c'est une histoire que j'aime bien raconter parce qu'en fait, elle répond à cette question. Toute la monnaie qui était mise dans un État, dans une nation souveraine, dans un lieu de monnaie souveraine, circule à l'intérieur de l'État. C'est-à-dire que entre son émission et sa destruction, parce que la monnaie est toujours détruite, si elle n'était pas détruite, quand une banque émet de la monnaie, lorsque le crédit est remboursé, la monnaie, l'équivalent de la monnaie est détruite, sinon la masse monétaire grandirait beaucoup trop vite. Donc en fait, cette monnaie qui circule à l'intérieur d'un pays, elle alimente l'économie et à un moment elle est détruite. Mais elle a alimenté l'économie, elle a fait fonctionner l'économie. Par contre, lorsqu'on importe, et c'est le problème donc de la balance du commerce extérieur, notamment quand on importe des choses, cette monnaie va disparaître dans un autre pays. Et donc, il va falloir, pour que la masse monétaire dans le pays reste constante, il va falloir qu'il y ait d'autres émissions de monnaie, mais surtout, c'est une dette qu'on a. C'est une dette qui va se transformer en devise par, je ne vais pas vous expliquer comment, mais par des échanges entre banques centrales. C'est une dette qu'on va avoir envers d'autres pays, d'une manière, enfin des banques centrales d'autres pays. Et celle-là, je suis d'accord, est grave. Une dette interne dans un pays, ça n'a strictement aucune importance parce que ça équivaut à une émission de monnaie qui circule. Quand il y a une émission de monnaie, qu'elle soit sous forme de dette ou sous forme d'émission monétaire, ça n'est vraiment pas grave. Alors bien sûr, après, on va dire s'il y en a trop, ça va créer de l'inflation, je suis bien d'accord. À partir d'une certaine limite, ça peut créer de l'inflation. Mais en fait, ce qui est important, effectivement, c'est ce qu'on appelle la balance des transferts et donc la dette qu'on a vis-à-vis de l'étranger. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai parlé de la partie de dette qu'on a vis-à-vis de l'étranger. C'est parce que celle-là est importante. Celle-là, il faut qu'on trouve les devises pour la payer. S'ils n'acceptent pas notre devise, notre monnaie, il va falloir qu'on trouve des devises pour la payer. C'est ça, oui. Moi, je ne m'y connais pas non plus tellement en économie. Et je voulais savoir au sujet de la dette, si j'ai bien compris, nous avons renfloué les banques, puis maintenant les banques, nous sommes endettés, tous les pays européens, et maintenant les banques nous prêtent avec des intérêts faramineux. Alors je me demande comment ça se fait, comment se fait-il que ça se passe comme ça. Et je voulais savoir pourquoi on n'aurait pas un audit de cette dette, pourquoi le peuple n'est pas informé du détail de la dette que nous avons, savoir si elle est justifiée ou pas, pourquoi nous cache-t-on cela. Et enfin, je terminerai par ce que j'ai déjà dit, c'est qu'en Afrique, ils ont fait pareil, le FMI a fait pareil. Pour $1 prêté, les Africains ont déjà remboursé $7 et ils en doivent encore 4. Alors pour moi, c'est du vol organisé. C'est ce qu'ils ont fait. Ils profitent de cette crise pour justement à mettre les peuples complètement à zéro, quoi, leur prendre ce qu'il leur reste, voilà, et s'enrichir encore plus. Je suis vraiment révoltée par tout ça. Voilà. Alors, c'est une question intéressante parce que il y a une partie. Alors les banques, le système, donc j'ai cité tout à l'heure l'article 104 du traité de Maastricht, donc qui est maintenant l'article 123 du traité de Lisbonne. Bon, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Est-ce que cet article 123 et cet article 104 qui impose donc aux États
de s'endetter auprès des banques commerciales, mais pas seulement auprès des banques commerciales, auprès de sociétés d'assurance, auprès de fonds de pension, etc. Donc actuellement, j'ai le chiffre là sous les yeux, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, les assurances et fonds de pension détiennent environ, d'après mon calcul, 48% de la dette publique française, la dette brute toujours, hein, on parle que de ça. 48%, donc 50% en gros. Donc si on fait défaut, si on fait un audit, le problème c'est que la dette qui a été émise il y a 5 ans, elle a changé de main de très nombreuses fois. Et les détenteurs actuels, par exemple, à 50%, ce sont des assurances vie, des épargnes, donc des Français ou dans d'autres pays, ou des caisses de retraite. Si on dit on ne paye pas, c'est une hypothèse, si on dit l'audit de la dette, on ne peut pas savoir c'est très difficile de savoir qui détient la dette actuellement. C'est extrêmement compliqué parce que on sait la dette qui est transférée en France, mais la dette qui est transférée à l'étranger, on n'a aucun moyen de le savoir, sauf à demander aux détenteurs de dette de venir se présenter au Trésor public français en disant, voilà, moi je détiens un titre de dette. Autrement, on ne sait pas. On ne pourra pas faire d'audit réel, c'est impossible. On pourra faire l'audit pour ce qui est détenu par les Français. Donc, quand on parle de non-remboursement de la dette, ou de défaut sur la dette, ou d'audit, parce que c'est dans l'esprit de faire un audit pour faire éventuellement un défaut total ou partiel, quand on parle d'audit de la dette, on ne peut pas le faire, à mon avis. Et quand on parle de défaut, il faut penser que ce sont des petits épargnants aussi qui ont de l'assurance vie, qui ont peut-être 500 € ou 1000 € en assurance vie. Ça va être des retraités, alors il y aura peut-être des retraités américains, mais il y aura peut-être aussi des retraités français qui vont perdre une partie de leur retraite, parce que leur retraite complémentaire, hein, on est bien d'accord, on parle de ça. Donc, c'est un problème extrêmement difficile. On s'est mis dans une mauvaise situation à partir de, disons en gros, à partir de 73, ou même de 78, je viens, ça n'a pas aucune importance. On s'est mis dans une mauvaise situation à partir de ces années-là, et on est dans une situation où il n'y a pas beaucoup de solutions pour s'en sortir. Il y a l'inflation qui est une solution pour s'en sortir. Il y a le défaut, en disant, bon bah tant pis, ou alors il y a une solution à laquelle j'avais pensé avec des amis, c'est de dire, bon bah voilà, tous les détenteurs de dette actuels ont droit jusqu'à la fin de leur vie aux intérêts de cette dette. Et puis à la fin de leur vie, elle n'est pas transmissible, il n'y a pas de succession possible. À la fin de leur vie, la dette est éteinte. Donc ils ne sont pas totalement pénalisés, leurs héritiers seront un peu pénalisés. Et puis après, mais par contre, elle n'est plus transmissible. Point final. Voilà, c'est une idée comme ça en passant. Mais c'est compliqué. Hein. Étienne ? Alors, moi j'ai fait un bond quand Magali a dit qu'on réécrirait la même loi de 73 aujourd'hui. J'étais peut-être fait pour faire bondir. Ce qui est nouveau dans le travail de Lior et Magali, c'est de nous montrer que ce qui a été rendu visible en 73 existait en fait avant. Et notre erreur est probablement, partiellement seulement, mais probablement d'avoir cru qu'en 73 il y avait une innovation, alors que la situation de tenaille antidémocratique, antipopulaire, et favorable aux banques et défavorable à l'État préexistait. Donc l'interdiction pour l'État de présenter ses effets à l'escompte, apparemment, existait déjà depuis 1936. Et en fait, même si on prolonge le raisonnement, ça existait très probablement aussi avant, puisque je vous rappelle que la Banque de France était privée, qu'elle avait été créée par Napoléon, qu'elle servait à rançonner l'État au service des financiers qu'il avait fait créer, qui avait poussé Napoléon pour ça. Donc il est peu probable qu'avant 1936, l'État ait pu emprunter gratuitement auprès de la Banque centrale, c'est même très certainement le contraire. Donc c'est une vieille affaire, effectivement, probablement que l'État a été asservi par la Banque centrale pour ne pas avoir compris assez tôt comment on crée la monnaie. Je pense que les humains ont un temps de retard sur les banquiers ont compris trop tôt par rapport à nous tous comment on crée la monnaie, et depuis ils font la pluie et le beau temps, jusqu'à acheter les acteurs politiques depuis 200 ans avec le principe du gouvernement représentatif, ce qui fait un lien complet, un lien parfait, hein, et inextricable d'ailleurs entre le sujet de cette conférence-là et la précédente, c'est qu'on ne se sortira pas des griffes des banquiers et de leur création monétaire privée sans écrire nous-mêmes la Constitution en reprenant le contrôle de la monnaie.
Je pense qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution, mais si on laisse les élus qui eux-mêmes sont au service de ces banquiers, si on laisse les élus écrire la Constitution, on ne s'en sortira pas plus. Donc c'est vraiment important que notre Assemblée soit tirée au sort, soit que ce soit nous-mêmes la Constitution. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que si on écrivait une loi de 73 aujourd'hui, Magali, il me semble que si c'était nous, on écrirait autre chose, on n'imposerait pas des intérêts non nécessaires et ruineux, et on ne mettrait pas le gouverneur dans l'affaire. Le gouverneur de la Banque de France, je m'en fiche complètement, enfin je suis même révolté qu'il puisse avoir un pouvoir de blocage, mais plus qu'un pouvoir de blocage, il a un pouvoir d'initiative. Alors que notre Parlement, ce qu'on nous présente comme démocratique, parce que le Parlement donne son avis, c'est pas du tout une possibilité d'initiative. Si on lui propose rien dans le contexte actuel, ben, il peut rien dire. Le Parlement, dans le contexte de la loi 73, ne peut pas être à l'initiative d'une création monétaire en estimant que le pays en aurait besoin. Alors que c'est ça qu'il nous faudrait. Il faudrait que le peuple puisse décider, après en avoir délibéré, il faut faire attention à ne pas en créer trop évidemment, mais il faudrait que le peuple se donne les moyens, les institutions, de créer lui-même, et sous son contrôle sourcilleux et quotidien, de créer lui-même ou de détruire la monnaie dont il a besoin, précisément, et au lieu de la verser par centaines de milliards dans les poches des riches crapules qu'on aurait dû jeter en prison au lieu de les enrichir. Donc les banquiers aujourd'hui, dont on a équilibré les comptes avec ces centaines de milliards, leur sort c'était d'être en prison. Ils sont en faillite frauduleuse, en faillite crapuleuse. Ils ont trahi, volé, menti. Alors, et donc, on devrait les jeter en prison comme en Islande. Voilà. Mais donc, au lieu de ça, on les couvre d'argent pour équilibrer leurs comptes alors qu'ils sont en faillite. On est complètement au rebours de ce qu'on devrait faire, et je pense que la loi de 73, elle est de la même façon, nous devrions la réécrire complètement de A à Z en donnant au Parlement, et à condition d'ailleurs qu'il soit à nouveau sous contrôle citoyen, c'est-à-dire un vrai Parlement, ou plutôt à des chambres de citoyens tirées au sort qui seraient formées sur la question pendant 5 ou 6 mois, et qu'il n'y en aurait pas une, il y en aurait plusieurs aux 4 coins du pays, et qui, quand leurs avis convergent, on pourrait décider de créer, donc avec du recul sur la question, avec un vrai travail de compétences, un vrai travail pour savoir combien de monnaie le pays a besoin en ce moment. On devrait donner un pouvoir de création monétaire à une instance de ce type-là plutôt qu'à un Parlement, et plutôt encore plus qu'à un gouverneur. Donc je pense qu'on devrait créer une autre... Je te laisse répondre tout de suite, si vous me laissez reprendre le micro après, j'ai d'autres. Essayons quand même de ne pas passer dans un débat d'experts. Oui. Ça va être très, très, très politique. Tu sais que la Banque de France a été nationalisée, que le gouverneur est nommé par le gouvernement, et donc que le gouvernement est nommé par le Parlement, et que... Après, c'est le jeu des dominos. Quelle légitimité démocratique on donne, parce que la légitimité, tu la tiens d'une institution qu'elle te donne, etc. Mais pour moi, la faute, elle revient toujours aux parlementaires. C'est-à-dire que si le parlementaire veut se donner plus de pouvoir, il se donne plus de pouvoir. Un texte en lui-même n'est jamais ni bon ni mauvais, à part à être écrit d'un point de vue... cette loi-là, si le Parlement avait envie de se l'approprier d'un point de vue positif, il l'aurait fait. Je veux dire, c'est comme aujourd'hui le problème de la souveraineté nationale. On sait que notre Parlement, il devrait être garant de notre souveraineté nationale et de ne pas, par exemple, laisser notre gouvernement abandonner, ou du moins prendre des décisions au niveau européen sans avoir obtenu l'aval du Parlement. Ça, ce sont des choses qui découlent de notre Constitution, qui existent dans les écrits. La séparation des pouvoirs, la souveraineté populaire, qui est exercée par la voix des représentants. Malgré tout, le Parlement, il laisse filer ça. Il a laissé filer ça aussi avec la loi 73. C'est pour ça que je dis, j'ai voulu être provocatrice tout à l'heure en disant qu'on écrirait probablement une loi qui ressemblera à celle-là. Si le Parlement, il avait voulu continuer à voter des budgets équilibrés, que ce soit par l'augmentation des impôts ou par les prix de la Banque de France, il aurait continué. Peu importe que l'initiative soit détenue par le gouverneur de la Banque de France et par le gouvernement, puisqu'au final, c'est toujours le Parlement qui donne légitimité au gouverneur et au gouvernement. Sauf que le problème, c'est qu'il a laissé tomber le Parlement. Alors déjà qu'il a... Juste une petite idée comme ça en passant. Il y a une théorie économique qui s'appelle le néo-chartalisme. Alors, chartalisme, la charte, néo-chartalisme. C'est une théorie tout à fait passionnante qui est faite
enfin qui explique et démontre d'ailleurs qu'un déficit public n'a strictement aucune espèce d'importance. Absolument aucune espèce d'importance, qu'il faut émettre la monnaie nécessaire aux... je ne dis pas qu'il faut creuser un trou et puis le reboucher derrière, hein, attention, c'est pas ce que je veux dire. Il y a des investissements nécessaires, il y a des investissements qui ne sont pas nécessaires. Mais que si on a besoin de faire un investissement nécessaire, on ne doit pas s'occuper de savoir d'où vient la monnaie, on doit la créer en tant qu'État. Et qu'à la limite, dans les périodes de récession telles que nous vivons actuellement, les néo-chartalistes disent l'État doit être employeur en dernier ressort. C'est-à-dire que tout le monde doit être, tous les gens qui veulent travailler doivent pouvoir travailler, doivent être payés. Et on créera la monnaie nécessaire à les payer. Ça, ce sont les néo-chartalistes. C'est pas loin de mon point de vue. Mon point de vue, c'est que l'État doit être le seul émetteur de monnaie. Ça s'appelle le 100% monnaie. Ça a été proposé par Fischer en 1936. Ça a été repris par quand même un sacré grand bonhomme qui est Maurice Allais. Voilà.